Et dans Punchline, ce soir, on parle de cette grève dure qui se profile à la SNCF, d'un conflit qui s'enlise à Mayotte et d'une attitude qui ne passe pas, celle de Bertrand Cantat. Avec nous en plateau, Olivier Besancenot, bonsoir, porte-parole du nouveau parti anticapitaliste. Razi Hamadi, bonsoir, entrepreneur. Bonsoir. Ancien député socialiste. Patricia Chaplotte, spécialiste de communication en politique, bonsoir, et présidente d'Alvera Conseil. Et Jean-Claude Dacier, éditorialiste politique. Bonsoir. En pleine forme et avec le sourire. On commence par la SNCF, mon cher Jean-Claude. Ni l'un ni l'autre. La grève à la SNCF du 22 mars sera-t-elle dure ou pas? C'est la question ce soir, alors que les syndicats s'apprêtent à déposer leur préavis demain pour un mouvement unitaire et reconductible. Le motif de la grogne, c'est bien entendu la réforme du gouvernement et le recours aux ordonnances, assimilé à un passage en force. Avant de vous passer la parole, on va faire un point avec vous, Julien Desvages, sur ce qui nous attend le 22 mars, si cette grève dure et donc confirmée demain. Et pour être tout à fait clair, il faut s'attendre à un jeudi noir dans les transports pour ce 22 mars. La CGT, Sudrail, l'UNSA et Force ouvrière, mais aussi la CFDT, tous les syndicats vont se mobiliser. Grosse perturbation également dans les transports en commun, puisque vous voyez que la RATP, les syndicats appellent également à la grève en ce qui concerne donc les transports en commun. Le lendemain, le 23 mars, les syndicats d'Air France appellent eux aussi à une grève longue à partir du 23 mars, donc un mouvement qui pourrait lui aussi durer. Concernant la SNCF, le bras de fer ne fait que commencer. Les syndicats se réunissent demain pour discuter d'une grève reconductible. Et on parle déjà d'un mouvement historique. Alors pour avoir un ordre d'idée, on va justement regarder quelles ont été les grèves les plus marquantes à la SNCF. Vous voyez, en 1986, 29 jours de grève pour une question de grille de salaire. 1995, bien évidemment, ce sont les lois Juppé. 21 jours de grève, ça a été marquant là aussi. Réforme des régimes spéciaux. Le gouvernement de Nicolas Sarkozy a essayé, lui aussi, de s'attaquer à ces régimes spéciaux en 2007. Et là aussi, 16 jours de grève. À noter qu'à chaque fois, lors de ces longs mouvements, le gouvernement a soit reculé, soit carrément renoncé à ces projets de loi. Merci beaucoup pour ces précisions, Julien Desvages. Olivier Besancenot, est-ce que le mouvement qui se profile sera un mouvement dur? Et encore une fois, est-ce que le bras de fer ne fait que commencer avec le gouvernement sur ce dossier de la SNCF? Le bras de fer ne fait que commencer sur la question de la réforme de la SNCF et puis plus généralement sur la question des services publics et même plus généralement sur une question de ras-le-bol généralisé. Parce que là, on parle des fonctionnaires, des services publics, mais il y a des mobilisations dans les EHPAD qui vont avoir lieu dès demain. Il y a des mobilisations dans la jeunesse qui vont avoir lieu demain. Vous avez parlé d'Air France. Il y a des mobilisations dans le privé aussi par rapport à l'emploi. Quelqu'un que je connais bien qui s'appelle Philippe Poutou, aujourd'hui, il est avec ses collègues en train de se mobiliser. Ils seront en train de débrayer demain à Blanquefort. À Blanquefort pour que le site de Ford ne parte pas. Il y a 910 emplois sur le site même qui sont concernés. Quand on voit les emplois induits, on arrive à 3000. C'est un énorme dossier localement. Et puis, il y a même des grèves sur les salaires ou sur le pouvoir d'achat, même si j'aime pas cette expression, à Carrefour, par exemple. Donc, de toute façon, le 22, ce sera un succès. Moi, franchement, j'ai aucun doute là-dessus. Je le dis rarement, mais je pense que ça sera un succès. Le problème, c'est la suite. Voilà, parce que le calcul est éminemment politique du gouvernement qui, aujourd'hui, déclare la guerre en passant force par les ordonnances. C'est dire, moi, je vais faire plier les cheminots. Et son calcul politique, c'est d'isoler les cheminots par rapport à l'opinion, par rapport aux autres secteurs. Et la responsabilité, je crois, elle est du côté à la fois des organisations syndicales et politiques. Je termine là-dessus. Nous, on a pris l'initiative de contacter les organisations de la gauche. Pour une fois, il y a du répondant. Il y a une réunion unitaire en ce moment même. Ouais. Là, ça va de Benoît Hamon à France Insoumise, le Parti communiste, Lutte ouvrière, qui discute en ce moment de la possibilité justement d'appuyer et mener cette bataille d'opinion qui est extrêmement importante pour qu'on évite de dire tout et n'importe quoi, parce que j'entends beaucoup de choses qui se disent en ce moment, souvent du n'importe quoi. D'accord, mais pas ici, voilà. Jean-Claude Dacier, c'est le dernier combat des syndicats ou pas, sur le quinquennat? Attendez. Moi, je suis assez d'accord pour dire que le 22 sera probablement un mouvement dur, largement suivi, la SNCF évidemment, la RATP peut-être aussi. Oui, aussi. Oui. C'est officiel quasiment. Oui, c'est officiel. Donc on aura un mouvement qui pourrait être qualifié... La Poste aussi. Oui. Bon. Ça sera un mouvement qui pourrait être qualifié donc le soir du 22 de succès. Pour autant, est-ce que les syndicats vont oser s'engager dans un bras de fer, c'est-à-dire dans une grève de longue durée, un peu sur le modèle de 95, même si beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis? Je ne le crois pas, parce que je ne pense pas que cette réforme mérite un tel bras de fer. À mes yeux, et je le dis depuis longtemps, c'est une petite réforme, habile. On ne touche pas aux petites lignes, à quelques ajustements près que décideront les régions. On ne touche pas au statut. Il y aura encore, qu'on le veuille ou non, dans 25 ans ou 30 ans... Il n'y a plus de statut, quoi. Oui, pour les nouvelles recrues. On y touche un peu, Pour quoi. les anciens, alors si vous voulez qu'on parle du statut, et essayer de comprendre pourquoi ils se battent à ce point-là, j'ai fait le relevé, en effet, des avantages de ce statut. Je ne pense pas
que les syndicats prendront le risque de se lancer dans un bras de fer de longue durée pour défendre un statut face à des millions de travailleurs qui n'ont pas cette chance. Alors, Asia Madi et ensuite Patricia Chaplotte. Il y a un élément qu'il faut avoir en tête. On est dans une organisation où il y a une culture de la mobilisation, une culture qui n'est pas n'importe laquelle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'engage dans un mouvement à la SNCF, c'est-à-dire que les syndicats sont préparés. Pour vous donner quelques chiffres, la perte moyenne sur un salaire moyen à la SNCF, pour une femme, pour un gars qui y travaille, c'est entre 60 et 90 euros par jour. Donc ce qui se passe, c'est qu'ils s'y préparent. À partir du moment où vous avez perdu 3 fois 90 euros, une fois que vous êtes dedans, vous allez jusqu'au bout. C'est ça qui se passe. Et donc je pense que le mouvement va être dur parce que, et j'espère en tout cas que les syndicats... Dur et durable. Dur et durable, parce que ce qui est en cause ici, et j'espère que les syndicats porteront le débat, c'est pas que la question du statut. C'est-à-dire que la question du statut, c'est ce qu'on met sur la table pour dire « Regardez, on touche à leur statut, c'est pour ça qu'il y a une grève ». Il y a un autre débat. Moi, je ne suis pas pour qu'on ouvre, je suis pas contre le fait qu'on ouvre certains marchés. Mais là, on est dans une industrie de réseau. Une industrie de réseau, c'est quelque chose de particulier. OK. Et là, quelque part, ce débat sur l'ouverture et la libéralisation du rail, quelque part, on l'a jamais eu. Non. On l'a jamais eu ce débat. Alors justement, est-ce que c'est ça la question? C'est la libéralisation au fond et sa privatisation de l'entreprise. Ça va être quand même. Allez, on a le droit de poser les questions, Jean-Claude Dacier. Ça va être quand même un baptême du feu pour le gouvernement Édouard Philippe et pour Macron, parce que jusqu'à maintenant, tout ça, ça a à peu près bien passé. Les mobilisations syndicales ont été plutôt light. Donc là, et je suis pas d'accord avec Jean-Claude, il essaie quand même de toucher à quelque chose de fondamental, qui est le statut du cheminot, qui est quelque chose où on touche à un symbole qui existe depuis très longtemps. Maintenant, j'adore cette expression populaire qui dit on va arrêter de transpirer avant d'avoir chaud. Parce qu'on dit que ça va être un jeudi noir. Pourquoi pas? Est-ce que ça va être dans le dur? Peut-être, mais c'est pas le sujet, c'est pas que ce soit dur ou pas dur. Le sujet, c'est qu'on arrive à discuter. Et c'est qu'on arrive à discuter. Et peut-être que le gouvernement et les syndicats et les cheminots, en l'occurrence, arrivent à se trouver sur une ligne. Mais on est dans un univers où on va être... Si je peux me permettre, ça ne vient même pas des syndicats. C'est Guillaume Pépil lui-même qui, mezzo voce, a fait passer un message un peu alternatif en disant « Je suis sûr qu'il y a des solutions qui peuvent être trouvées si on trouve les voies du dialogue ». Et il a dit « Vous êtes en train d'y aller de façon un peu brutale, ça risque de mal se passer ». Mais quand on n'y va pas de manière brutale, ça ne marche pas non plus. Olivier Besancenot. Dans tous les cas, dialogue et ordonnance, c'est contradictoire dans le terme. C'est une grande contradiction, comme dirait l'autre. Et quand on passe aux ordonnances, alors que soi-disant on est une majorité très stable, c'est que de toute façon, on peut le faire. La question du statut, c'est en effet l'arbre qui cache la forêt. C'est un statut qui est déjà là, largement mis à mal. Je rappelle non. Il est encore pas. Laissez-le parler, laissez-le parler. On va sortir quelques vérités parce qu'il ne faut pas dire tout et n'importe quoi, précisément. Même sur ce plateau, et moi je vais vous le dire, 20% des embauches actuellement, d'ores et déjà, avant cette réforme, se font hors statut. Il y a 10% des effectifs qui se font hors statut. Et les statuts, c'est quoi? Et c'est vrai pour n'importe quelle profession. Y compris pour les journalistes d'ailleurs. Des fois, ça peut porter quelques valeurs sociales. Le statut de journaliste, ça défend aussi, j'ai cru comprendre, une certaine idée de la liberté de la presse, par exemple. C'est des acquis sociaux par rapport à des professions, une activité qui travaille 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, où tu peux être amené à travailler en 3-8, en heures décalées. C'est ça l'historique. Maintenant, les cheminots ont compris un truc avec les usagers. Les infirmiers aussi. Ce qui est en train de se passer... Dans beaucoup de métiers, on travaille comme ça. Pareil, on n'est pas garanti. J'entends la communication du gouvernement qui est là, du côté de République En Marche, depuis 24 heures, commence un petit peu à dire mais non, d'abord les cheminots, on n'a rien contre eux. Et puis les lignes, les petites lignes. Parce qu'il y a l'arbre qui cache la forêt, puis il y a la forêt. Et la forêt, c'est quoi? Pardon de le dire, on transforme la SNCF en société anonyme. Ça, pour moi, décrypté, c'est la privatisation. Le rapport Spinetta explique 9000 km de lignes en moins, c'est un tiers du réseau en moins. Quand vous dites... Capitaux publics incessibles, c'est la privatisation, financé vous par n'êtes pas sérieux. Non, je suis très sérieux. Et je peux vous dire un truc, c'est quand vous dites financé par les régions, tout le monde s'est décrypté que de toute façon, les régions ne pourront pas prendre en charge l'entretien de lignes qui d'ores et déjà sont robustes. Sur les régions. Je termine juste sur un truc. Pour moi, durable, c'est pas le sujet. C'est déjà le cas. C'est le problème de faire des mobilisations victorieuse. Et quand je vous dis qu'il y a un trop-plein, c'est qu'il y a un trop-plein. On a un gouvernement, mais les gouvernements successifs, qui ont tapé très fort, qui ont cherché la défaite, vous savez, la victoire politique.
défaire le mouvement social. Ça s'accompagne d'une grande répression actuellement dans les entreprises du privé C'est une réforme minime. Pas plus tard qu'aujourd'hui. J'étais avec un collègue, par exemple, de La Poste, syndicaliste de Sud, qui risque d'être licencié, Gaël Kirant, et des exemples comme ça, je peux vous en sortir à l'appel. Ce trop-plein, aujourd'hui, il faut qu'il puisse déboucher de manière efficace. Moi, ce qui m'intéresse, je termine là-dessus, c'est pas la durée de la grève, c'est qu'on gagne. Et c'est pour ça que du côté des organisations sociales et politiques, on gagne, c'est-à-dire, moi je vous le dis dans les yeux, c'est qu'on fasse plier le gouvernement par un rapport de force, celui je suis d'accord, si le bras de fer doit s'engager, donc être relativement durable, pour le gouvernement, il sera indispensable de le gagner. S'il le perd, le quinquennat Macron s'achèvera. Un mot avant qu'on écoute Philippe Martinez. Ce qui me fait peur, c'est que dans les deux cas, victoire de l'un, victoire des autres, victoire de tous contre victoire d'une certaine vision, c'est que à la fin, on escamote encore le débat. C'est-à-dire que vous avez vu le rapport Duron, notamment sur aujourd'hui ce qui se passe sur l'état du rail en France, l'état des infrastructures, c'est très grave, et on n'a pas ce débat-là. Et il y a eu une forme de lâcheté. Moi, à la limite, aujourd'hui, la SNCF, elle doit évoluer. Il y a un mouvement à avoir. Mais c'est un débat démocratique. C'est un débat démocratique. Olivier Besancenot le sait. Mais c'est un débat. Oui, 3 milliards de déficit. Mais elle est déficitaire. Mais à partir du moment, si démocratiquement, on décide de dire. Il faut aussi parler économie. À un moment donné, si on décide de dire dans un. Attendez, une seconde. Et on termine là-dessus. Si on décide de dire dans un pays. C'est un vrai sujet. Vous savez, vous avez la rentabilité d'une entreprise. Vous avez des grands pays qui... je termine là-dessus, s'il vous plaît. Il y a des grands pays, il y a des grands pays qui sont cités en exemple, d'accord ? Il y a des grands pays qui sont cités en exemple, et notamment sur l'industrie ferroviaire, et de partout, c'est déficitaire. Et quand ça ne l'est plus, c'est parce qu'on rend profitable un seul créneau, qui est celui qui est profitable quand les autres ne voient plus le train. Le déficitaire de 27% de plus que tous les pays. Donc, je pense qu'on doit moderniser la SNCF. La SNCF, elle doit bouger, et en même temps, on doit avoir un débat démocratique, mais on ne peut pas rester juste sur le débat du statut. C'est pour ça que s'engager dans un bras de fer serait une juste en un mot, parce qu'on peut être de je gauche. maintiens que les syndicats ne prendront pas ce risque. Vous verrez. Moi, je vous dis, moi, je vais vous parler d'économie 30 secondes. Vous verrez. Elle est 30 secondes. Au-delà du déficit, c'est la dette. La dette de la SNCF, elle a explosé quand ? En 1997. Précisément au moment où on a ouvert à la concurrence et qu'on a libéralisé. C'est-à-dire qu'on a saucissonné. Mais moi, c'est du concret. Moi, je vais pas vous faire du blabla, c'est du concret. Il y a eu aussi la SNCF. Non, c'est marrant. Dès qu'on aborde ce sujet, tout le monde panique. C'est un truc simple. Ce serait la première fois que la concurrence provoquerait ce genre de situation. Écoutez. Allez-y. Écoutez, là, c'est les faits. C'est pas un point de vue, c'est les faits. En 1997, on a saucissonné l'entreprise. La SNCF a été séparée de RFF qui s'occupait des rails. À partir de là, la SNCF, qui quelques semaines avant utilisait ses rails gratuitement, a payé des péages hors normes qu'on fait exploser la dette, qui a doublé. Et aujourd'hui, pour ceux qui nous regardent, je leur dis, le prix de ces péages, c'est 37% de vos billets. Le statut des cheminots, c'est que dalle. Ce que vous payez sur vos prix, exorbitants de la SNCF aujourd'hui, c'est la dette, c'est les péages, c'est la libéralisation. Et le gouvernement, ce qui veut plus de libéralisation. On ferme le banc sur la SNCF, on ouvre un autre sujet, si vous voulez bien. Je vous en parlerai après. Il ne lâche pas le morceau. Jean-Claude Dacier, Olivier Besancenot. Merci Jean-Claude. Bertrand Cantat a-t-il le droit de chanter sur scène ? Les passions se déchaînent, vous le savez, autour des concerts du chanteur qui est en tournée avec son groupe. Et Chauffouré hier à Grenoble. On va revoir ces images, face à face très tendues avec des féministes, avec vraiment il y a eu beaucoup d'échanges de phrases et d'invectives à l'égard de Bertrand Cantat. Il dénonce lui une censure parce qu'il y a un certain nombre de festivals qui ont décliné sa venue. Il a invoqué dans une lettre son droit à la réinsertion. Est-ce qu'il a le droit de chanter encore sur scène, Patricia Chaplotte, Bertrand Cantat ? Moi, je vais employer un mot qui est la démocratie. Et la démocratie doit s'appliquer côté Cantat et côté opinion publique. Donc Cantat, il a été condamné, il a exécuté sa peine, il a le droit à la réinsertion. Donc là-dessus, dont acte. Après, il va chanter devant un public. Des femmes, mais pas que, des mouvements féministes, mais pas que, s'insurgent contre cette mise en scène de Cantat sur scène. Voilà, elles sont contre. Moi, personnellement, je partage. Enfin, j'aime pas déjà ce que chante Cantat, donc déjà, je suis tranquille. J'irai pas le voir en concert. Des images, d'ailleurs. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la démocratie doit s'appliquer des deux côtés. Si Cantat veut chanter, il a le droit de chanter. On n'a pas besoin d'interdire. Après, si les gens veulent pas l'entendre, ils n'y vont pas. Point barre. Si les féministes veulent manifester, les femmes et toutes les personnes qui considèrent qu'il n'a pas à se mettre en scène, moi, je suis d'accord. Il faut laisser les choses se faire. On n'a qu'à pas aller à ses concerts. Il y aura personne. Il arrêtera de chanter ou il chantera pour ses copains. Mais voilà. Mais ce que je veux dire, il faut que la démocratie, on est
dans un pays de liberté. Il faut que lui, s'il a envie de chanter, puisse chanter. Il faut que si les femmes veuillent manifester et dire que c'est pas bien qu'ils le fassent, qu'elles puissent aussi s'exprimer. Alors, voilà. Après, fais-le en même temps, on peut donc, tout dire et rien dire. Patricia Gèvres. Pour moi, il y a Vas-y, il y a pas de. et après, Jean-Claude. Je suis en désaccord total là-dessus. Bah, quoi Non, mais attendez, il n'y a pas de en même temps. Enfin, c'est l'habeas corpus. Enfin, c'est les fondamentaux de la Déclaration universelle des droits de l'homme et qui devrait être de la femme aussi, comme le disait Olympe de Gouges. Il n'en demeure pas moins que il a été condamné. Il a payé pour ce qu'il avait fait au nom du peuple et de la justice. Et c'est c'est comment ? C'est le tribunal du lynchage. C'est-à-dire, si on accepte ça maintenant, pour lui, on va l'accepter pour qui ? Pourquoi demain ? C'est-à-dire que vous avez une minorité de personnes... La manifestation, elle existe pour tout le monde. Ils vont pas le droit écouter de le concert si ça leur manifester, il est plaît pas. pour tout le monde. Ils ne vont pas écouter le concert, mais on n'a pas le droit de dire à quelqu'un, pour quelqu'un qui a été condamné, qui a payé, eh bien à partir de maintenant, C'est bien pour ça que je toute vous ta dis vie, qu'il n'est pas question on ne veut d'annuler plus- ses on ne veut concerts, plus il a que le droit tu de chantes. chanter. Non, mais je Ok. pense qu'il faut Va au condamner, concert, qui il a faut envie d'y aller condamner l'agression dont il est victime. Moi, je trouve, j'irai jamais le voir en concert. J'ai la nausée rien qu'à imaginer que lui s'est dit à peine un an après être sorti, j'y retourne. Mais c'est son problème. Mais par contre, je n'irai pas. Enfin, quand on s'est mobilisé le 11 janvier, vous vous rappelez, avec le rappel de Voltaire et de ses principes. Oui, on va peut-être pas Oui. comparer Eh ben Bertrand si, Cantat et parce que Charles dire à Durand, quelqu'un, vous excusez-moi, chantez on pourra pas. manifester, ça me paraît pas Oui, tout non, à non. fait Non, comparable. mais c'est des principes. Ouais. Jean-Claude Dacier. Des principes de Écoutez, en droit. droit, on ne peut pas nier qu'il a le droit d'aller chanter là où il veut, là où les organisateurs de concerts l'accueillent. Maintenant, est-ce que c'est opportun ? Est-ce que c'est décent ? Dans une période en plus qui est spéciale, particulière, où les femmes, comme on le dit, ont pris la parole et, à mon avis, ne sont pas à la veille de la perdre. La lutte contre la violence faite aux femmes, la lutte contre les harcèlements sexuels de toute nature, c'est parti, et à juste raison, et pour longtemps. Je comprends, moi, que les mouvements féministes qui se battent depuis des années et des années pour se faire entendre, et qui voient arriver quelqu'un qui va être célébré par un public, il est ce qu'il est, moi je ne leur fais pas de reproche, alors qu'on sait ce qu'il a fait, pas seulement tuer sa femme, en plus. Franchement, c'est un gars, il a un CV assez long, assez lourd dans ses relations avec les femmes. Je pense qu'il n'est pas très opportun qu'il s'exhibe en ce moment. Maintenant, il fera bien ce qu'il veut. Il faut s'attendre à chaque soir de concert à ce type de... Des échauffourées, il y en a eu de nouvelles ce soir à Grenoble. Échauffourées et difficultés. Ok. Je pense qu'une période de décence n'aurait pas été trop quand même, Alors, franchement. Olivier Besancenot, votre avis sur cette question ? Mon avis, c'est un peu dans cette tonalité. C'est que je pense qu'on a le droit de... Il a payé, donc il a le droit à sa réinsertion. Voilà, il a purgé sa peine. Ça, c'est la loi qui dit ça. On peut discuter de ça, mais en tous les cas, c'est le cas. Donc il a le droit de chanter. Moi, je suis contre toute forme d'interdiction. Les organisations féministes ont le droit de manifester aussi. Comment dire, Moi Noir Désir et Bertrand Cantat, c'est un groupe que j'aimais bien, quelqu'un que j'ai eu l'occasion de rencontrer. Ce qui me surprend, c'est à lui de voir, mais au-delà même des organisations féministes, du point de vue de la famille Trintignant, je comprends qu'il y a un côté insupportable. Et je pense que se faire discret, c'est lui et sa conscience, comme dirait l'autre. C'est lui et sa conscience, mais bon, je comprends qu'on puisse, qu'on puisse être en colère. Et choqué. Et choqué, parce que c'est pas une petite affaire, on parle pas de rien. Il y a des orphelins, effectivement. Il y a Donc, 3 enfants qui sont orphelins. donc voilà, pour Ils ont résumer, perdu leur mère, mais interdire, non. Voilà, on va pas. En plus, on réglera pas le problème comme ça. Donc moi, à titre personnel, j'écoutais avant. Là, j'irai pas à ces concerts. Voilà. Et vous Mais écoutez quoi plus. dire d'autre après voilà. Quand On on est voit en les France, images, hein. quand on voit les images, quand on entend ce qui a été dit, c'est pas une simple manifestation. C'est-à-dire que vraiment, on est à la limite de l'agression. Et quelle que soit la personne, quelle que soit sa condamnation, non, on peut pas l'accepter. Après, moi, je n'écoute pas sa musique. Mais on je peut n'irai imaginer jamais à un que certaines concert. femmes soient un peu Je trouve révoltées. ça aussi indécent de le faire aussi rapidement, d'accord. Mais je pense qu'à Alors, un moment, il faut poser des principes. Il y a une réaction assez notable sur Twitter, cher Julien, celle d'Olivier Marchal. Ouais, le réalisateur de 36, qui est des orfèvres, qui ne mâche pas ses mots. Et regardez ce qu'il dit. Petite photo à l'attention de monsieur Bertrand Cantat, qui, après avoir fait la une de ce torche-cul les un rock, se permet de demander le droit à la réinsertion et d'échapper au mouvement féministe. Regarde juste cette photo, ma fille, la même que tu as enlevée à Jean-Louis et Nadine. Maintenant, ferme ta gueule et fais-toi oublier. L'amour-passion ne doit pas
pas tuer. Voilà ce que dit Olivier Marchal. L'amour-passion ne doit pas tuer. Je pense que là-dessus, on doit tous être d'accord. Sur le reste, évidemment, chacun est libre d'interpréter ses propos ou pas. Devrait se retirer sur la pointe des pieds, peut-être. Il est en même temps... Dans 2 ans, mais il n'a pas l'air d'être sur cette ligne-là. Pas du tout. Je trouve même que les images que nous voyons, certes, il y a une agression verbale, mais son attitude n'est pas non plus, me semble-t-il, totalement satisfaisante, un peu arrogante, un petit peu comment, que dites-vous, vous ne voulez pas dialoguer. Mon Dieu, franchement. Faites la différence entre l'homme et l'artiste. Ce garçon est à côté de la plaque, pour être franc. Bon, allez, on clôt ce débat sur Punchline. On revient dans un instant, on va parler de Mayotte. Les barrages sont toujours en place, la tension est toujours très vive. À tout de suite.